Bonjour à tous et bienvenue dans la Loge des Rencontres Inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment elles incarnent leur évolution personnelle voire spirituelle dans leur vie personnelle et dans leur profession. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de partir avec vous à la rencontre d'Élodie Bosson qui est initiatrice à l'éveil de l'être et également aromathérapeute et qui travaille avec les huiles essentielles et qui aide les personnes à se reconnecter à elles, à se retrouver, à se comprendre via les huiles essentielles, via les odeurs et je vais te laisser te présenter davantage. Et Élodie qui va nous parler aujourd'hui donc des huiles essentielles, de l'aromathérapie en règle générale. Alors bonjour Élodie. Bonjour Alexandra, bonjour les personnes qui nous écoutaient. Donc oui, c'est ça, je suis en lien et baignée par le monde des huiles essentielles. C'est une passion qui a pris naissance dans mon cursus préparatrice en pharmacie. Et quand j'ai découvert les huiles essentielles, ça a vraiment changé, ça a changé mon regard sur moi en tant qu'être humain, et puis mon regard sur les plantes et puis sur la vie en règle générale. Et donc j'ai été formée par un laboratoire au début, et puis très vite je me suis sentie un peu cloisonnée dans telle huile essentielle, enfin tel symptôme, telle huile essentielle. Je trouvais ça très réducteur. Et puis finalement, de pharmacie en pharmacie, j'ai rencontré une pharmacienne passionnée par les huiles essentielles comme moi, et puis qui m'a montré un autre regard sur les huiles essentielles. Et une nouvelle porte s'est ouverte dans le monde des huiles essentielles. Et j'ai pu expérimenter aussi les autres facettes des huiles, notamment l'aspect énergétique et psycho-émotionnel. Et tout ça est passé d'abord par l'expérience pour que par la suite cela s'intègre dans ma vie, et ça a changé, ça a tout changé en fait. Et elles sont devenues vraiment un point de départ pour grandir. Donc et de se dire mais waouh, les huiles peuvent nous emmener jusque là. Elles ne sont pas juste utiles pour soigner un rhume, une otite, une douleur, mais on peut faire bien plus que ça. Et j'ai été vraiment poussée par l'envie de partager ça. Donc je suis très vite devenue formatrice. J'ai créé mon entreprise en 2013, Une Goutte d'Essentiel, qui m'a permis de rendre vivant en fait ma passion. Et puis je me suis rendu compte que j'étais passionnée. Bien sûr que en même temps que j'ai créé mon entreprise, je commençais à me former en Suisse à l'école Usha Veda pour vraiment venir nourrir mon regard sur les huiles, puis mon apprentissage, parce que il y a aussi tout l'aspect biochimique très matière de l'huile essentielle qui est hyper importante aussi. Et c'est finalement réunir l'esprit pragmatique, cartésien, qui aime comprendre comment agissent les huiles essentielles, et puis le côté très sensoriel et subtil, et de se dire une huile, elle ne se définit pas juste par une liste de principes actifs et de propriétés. Il y a autre chose en fait. Et cette école m'a permis d'avoir plein de réponses sur l'action, les différentes actions, les différents langages des huiles. Et puis voilà, en fait, mon métier s'est créé au fur et à mesure que j'ai grandi avec elle. Et aujourd'hui, c'est vrai que mon travail avec elle est différent d'il y a 10 ans quand j'ai commencé avec les huiles. Et voilà, c'est juste incroyable. Donc j'aime accompagner les gens, notamment en groupe, pour les faire, plonger grâce aux huiles essentielles, mais les faire plonger à l'intérieur d'eux. Parce que les huiles, il y a l'odeur, il y a le parfum, qui nous emmène bien au-delà qu'un simple aspect physique pour nous faire rentrer en nous, en fait, voyager en nous. Et donc on part de la plante pour aller à l'huile essentielle et pour aller à l'intérieur de soi. Et du coup, là, tu parles vraiment donc des deux propriétés, entre guillemets, enfin les propriétés vraiment physiques et les propriétés plus subtiles. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu justement ces deux propriétés-là, pour ceux qui ne connaîtraient pas, par exemple, l'aroma, nous expliquer un petit peu comment c'est fait, peut-être un peu l'histoire et justement ces deux propriétés que tu as eu l'occasion d'aborder. Ouais. Alors, donc l'aromathérapie, c'est utiliser les molécules thérapeutiques, les molécules biochimiques, qu'on appelle aussi aromatiques, des huiles essentielles. Donc, c'est se soigner, se prendre
en charge en fait grâce à l'effet thérapeutique des huiles essentielles. Donc il y a d'abord cette approche, comme je disais, très pragmatique avec toute cette dimension très physique des huiles essentielles. On va connaître du coup la composition d'une huile essentielle. Enfin, une huile essentielle est composée de, on va dire, d'un corps avec toute cette matière qui est représentée par les molécules biochimiques que la plante a synthétisées. Parce qu'en fait, pour revenir en arrière, derrière un flacon d'huile essentielle, il y a une plante, il y a un organisme vivant qui, grâce à son environnement, elle va être capable de synthétiser une essence végétale. Donc cette plante, elle est dite aromatique. Bon, faut noter que pas toutes les plantes sont capables de fabriquer des essences. Sur les 800 000 espèces végétales recensées, seules 10% d'entre elles environ sont capables de fabriquer une essence. Bon, je vais essayer de simplifier. Et donc, cette plante, grâce à son biotope, elle va fabriquer cette essence, le stocker dans un organe au sein de son corps végétal. Parfois, elle peut synthétiser plusieurs essences en fonction de ces différents organes. Elle va les stocker et puis, en fonction de la partie du coup qu'on va distiller, on n'aura pas la même huile essentielle. Donc, quand justement on va distiller la plante, une partie de la plante, ça peut être la racine, ça peut être le bois, ça peut être la résine, ça peut être les feuilles. Donc on va distiller par entraînement à la vapeur d'eau la partie du végétal, et puis cette vapeur va permettre d'extraire en fait les molécules aromatiques de la plante. Et puis cette vapeur va induire en fait un réarrangement moléculaire qui va donner naissance à des nouvelles molécules biochimiques qui n'avaient pas au début dans l'essence. Et donc, au final, à la fin de la distillation, à la fin de l'alambic, on va retrouver deux produits. L'eau de départ, qui est différente, qu'on appelle hydrolat, et l'huile essentielle. Donc, deux produits différents. L'huile essentielle, elle est 100% chargée en molécules biochimiques, molécules aromatiques. Et puis, l'hydrolat, lui, il est très très peu concentré en molécules aromatiques. Moins de, je crois que c'est 0,1% maximum en molécules aromatiques et ce sera les molécules les plus hydrosolubles. Mais cette eau, elle est également chargée de toute l'information de la plante parce qu'elle aura été, cette eau à l'état de vapeur, elle aura fait le voyage avec les molécules aromatiques. Donc il y aura une transmission de l'information en fait. Donc l'hydrolat, tout comme les huiles essentielles, ont aussi leur langage, donc physique, psycho-émotionnel et aussi énergétique. Voilà, deux produits différents, mais très complémentaires qu'on n'utilisera pas forcément de la même façon. Et du coup, entre l'hydrolat et l'huile essentielle, tu vas avoir des molécules qui sont différentes, mais du coup, tu n'as pas du tout les mêmes propriétés entre les deux? Alors, tu as des propriétés que tu peux retrouver, des propriétés semblables, et puis tu auras des propriétés différentes. Et après, l'action, je dirais qu'avec les hydrolats, on va pouvoir agir sur du long terme, notamment en voie interne, pour agir sur le terrain. Et on va utiliser aussi les propriétés de l'eau, disons, l'eau qui a cette capacité de transmettre l'information. Notre corps est composé à plus de 70% d'eau, donc voilà, les hydrolats sur du long terme, en interne, vont pouvoir agir sur la notion de terrain, pour venir équilibrer, pour venir induire un changement au niveau de notre organisme. Et donc, les huiles essentielles, pour revenir à elles, donc elles sont composées essentiellement de molécules biochimiques naturelles. Et puis, grâce à la, on va dire, je simplifie, mais grâce à la chromatographie, on va pouvoir avoir la carte d'identité biochimique de l'huile essentielle et puis de connaître donc la présence de toutes ces molécules, et puis notamment aussi, ce qu'on pourrait dire, des intrus, tout ce qui est intrants chimiques, tout ce qui est solvant, pour savoir si on garde cette huile ou pas, si elle est de qualité. Mais la qualité ne s'arrête pas à sa composition biochimique, c'est tout un ensemble de critères. Donc la qualité pour moi est essentielle en aromathérapie parce que la réussite d'un traitement avec les huiles va vraiment dépendre essentiellement de la qualité et qui commence dès le départ, de la qualité de la graine
et même je dirais, de l'intention du producteur, en fait. Jusque donc au savoir-faire artisanal au niveau de la distillation, jusqu'à la conservation des huiles essentielles. Voilà. Et donc une huile essentielle, quand on connaît ensuite toute la présence de ces molécules biochimiques, donc on va connaître ses propriétés thérapeutiques. Et puis, n'oublions pas qu'une huile essentielle, déjà, avant toute chose, c'est déjà une synergie à elle toute seule. Parce qu'elle a donc une multitude de principes actifs différents. Elle pourrait avoir alors, les huiles essentielles ont rarement un seul principe actif. Elles peuvent avoir 99% d'un seul et même principe actif, comme la Gaultérie par exemple, elle a plus de 98% de salicylate de méthyle. Mais sinon, la majorité des huiles essentielles sont dites polymoléculaires. Elles ont vraiment une multitude, ça peut aller de 100, 150 à 200, 300, voire beaucoup plus de principes actifs différents. Et donc, il y a des principes actifs, finalement, qui, associés les uns aux autres, vont vraiment permettre de rendre l'huile essentielle beaucoup plus active sur tel système plutôt qu'un autre. Ça va générer des nouvelles propriétés aussi au sein de l'huile. Donc, ça, on va dire que c'est vraiment son langage physique. L'impact de l'huile essentielle sur notre métabolisme, sur, on va dire, d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire agir sur des symptômes, disons. Et puis, il y a son langage psycho-émotionnel, grâce à l'odeur, grâce au parfum de l'huile essentielle. Notre odorat, c'est un excellent vecteur pour venir influencer un état intérieur. Parce que notre odorat est directement relié à notre cerveau limbique, donc qui est au cœur en fait de notre cerveau et qui a en charge notre monde émotionnel, ce cerveau limbique. Donc on peut faire vraiment de très belles choses juste en respirant une huile essentielle. On peut venir vraiment connecter à notre jardin intérieur. On veut influencer notre état intérieur, notre énergie, venir prendre en charge des émotions. On peut également agir sur des mécanismes, des conditionnements, des schémas. Et puis, il y a aussi le langage énergétique. N'oublions pas que derrière un flacon d'huile essentielle, il y a un organisme vivant, il y a une plante. Et quand le travail est bien fait, quand tout ce travail en fait est de qualité, on va retrouver l'énergie et la vitalité de la plante qui est cultivée au départ, dans le flacon. Donc en fait, une huile essentielle a sa propre fréquence vibratoire qui va venir influencer la nôtre, lui apporter de la stabilité. Autant nous, notre fréquence vibratoire est plutôt instable, elle va être influencée par notre humeur, par des événements extérieurs, par comment je vis les choses. Autant une huile essentielle, sa vibration, elle est plutôt stable et elle va venir justement stabiliser, harmoniser notre énergie aussi. Et puis, il y a des huiles qui seront plutôt stimulantes, positivantes, et d'autres huiles essentielles qui vont plutôt être apaisantes, calmantes, qui vont ancrer. Chaque huile essentielle a sa propre personnalité, aussi bien sur un plan physique, psycho-émotionnel qu'énergétique. Et alors là, j'ai deux questions du coup. La première, comment est-ce qu'on reconnaît, quand on achète par exemple, comment est-ce qu'on reconnaît que c'est une bonne huile essentielle ou pas ? Le meilleur outil, c'est notre nez. Notre nez, je dirais que... alors, c'est un outil qui comment dire, notre capacité à sentir est innée. Après, reconnaître toutes les odeurs, eh bien, ça nécessite de l'entraînement. Donc, c'est vrai que plus on est habitué à sentir des huiles issues de producteurs différents, plus on va éduquer notre nez. Mais c'est vrai que c'est pas simple au début. Et le conseil que je donne aux personnes, c'est vraiment, de respirer de manière consciente, de manière présente, l'huile essentielle, de fermer les yeux pour vraiment intérioriser, puis sentir comment on perçoit, comment on est touché par l'huile essentielle, comme on pourrait l'être pour une personne aussi. Quand on rencontre une personne,
eh bien, on peut rapidement sentir en fait si elle peut nous faire du bien ou si elle peut avoir une influence plutôt négative entre guillemets hein, sur nous. Eh bien, c'est d'écouter notre cœur en fait. Comment elle nous touche. Ça paraît très comment dire abstrait ce que je peux dire, mais ça c'est de l'entraînement en fait. Et c'est vrai que parmi toutes les personnes que j'ai pu former, au fur et à mesure des formations, c'est vrai qu'elles le disent, aujourd'hui j'arrive à mieux percevoir les odeurs et à mieux, pas forcément mettre des noms hein, sur les odeurs tout de suite, mais à mieux sentir en fait si la qualité est présente. Alors l'idéal, quand on achète une huile essentielle, si on ne connaît pas la marque, c'est de pouvoir de nouveau la sentir. Et puis il y a peut-être aussi où on l'achète, ça peut être un critère. Ne pas acheter nos huiles n'importe où. Il y a des enseignes où les huiles n'ont pas leur place, je sais pas, comme des magasins de décoration. Enfin, c'est mon avis personnel, hein, parce que par expérience, j'ai déjà vu des huiles dans des magasins de déco, sans donner de marque, mais les grandes chaînes, et on ouvre le flacon, j'ouvre le flacon, je me dis, mon Dieu, ça sent pas le naturel, en fait, ça sent le synthétique. Et c'est vrai que plus on utilise les huiles et plus on va être en capacité de reconnaître ce qui est 100% naturel de ce qui est synthétique. Et puis le mieux est aussi de le bouche à oreille en fait, d'être conseillé. Et plus une huile est très commercialisée, donc plus on en fait la pub à la télé par exemple, une marque. Moi personnellement, ça me donne envie. Voilà. Je conseille en fait beaucoup aux gens de se tourner vers des petits producteurs et de les rencontrer en fait, parce que des petits producteurs en fait il y en a autour de nous. Bien sûr, tout ne se cultive pas partout, donc ces petits producteurs cultiveront les plantes du biotope là où on habite, mais c'est super chouette parce qu'on va pouvoir les voir en vrai, leur poser des questions, les écouter, leur parler de leur métier. Généralement ils en parlent avec passion et on va pouvoir les sentir et les rencontrer en fait, hein, et rencontrer aussi tout ce savoir-faire qui doit être mis en lumière justement quand on parle de la qualité des huiles. Oui, c'est vrai parce qu'en plus, ça dépend vraiment du producteur. Enfin, il y a des producteurs qui sont peut-être très bons, mais c'est bête, mais quand il y a, comme avec n'importe qui, par exemple, il n'y a pas forcément le feeling, ou c'est vrai que du coup, j'ai moins tendance, même si c'est de la très bonne qualité, j'ai moins tendance à aller vers cette huile essentielle que pourtant j'ai acheté parce que c'était de la bonne qualité. Mais sachant qu'avec le producteur, il n'y a peut-être pas eu ce feeling que j'ai pu avoir avec un autre producteur, j'ai moins tendance à aller vers cette huile, comme si il y avait un peu de son essence dedans. Tu vois, c'est un peu bête, mais... Oui, tout à fait. Ouais. Si, mais ça fait partie du tout aussi. Ça fait partie de l'ensemble de pourquoi on a. Et puis il y a aussi nous, hein, notre vibration, nos besoins. Donc il y a pas de vérité absolue non plus. Hein. Mais c'est vrai que derrière le mot qualité, il y a énormément de critères. Et moi aussi, ce qui est important, enfin dans mon travail, la façon dont j'ai de travailler avec les huiles, c'est vraiment aussi de cibler des huiles. Enfin derrière un flacon, il y a un seul producteur. Donc la marque avec laquelle je travaille, certes, c'est un laboratoire. En France, il s'appelle Myrtea, qui revend la marque Oshadi. Et ce qui m'a plu tout de suite dans cette marque, c'est que derrière un flacon, il y a un producteur. Et ça, c'est rare, hein, parce que les marques que l'on peut rencontrer, ne serait-ce qu'en pharmacie ou en magasin bio, surtout en pharmacie, mais derrière une huile essentielle, il y a un rassemblement de plusieurs producteurs en fait. Hein, comme pour le vin. Hein, le travail peut être semblable. Soit on achète directement chez le producteur et on n'a que son cépage en fait, hein, que son vin à lui. Soit on achète dans une coopérative et puis quand on va acheter un vin, il y aura plusieurs viticulteurs qui auront, rassemblé leur vin en fait, leur récolte. C'est pareil en aroma. Il n'y a pas de c'est mieux, c'est moins bien, d'accord? C'est différent. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime travailler aussi, je suis très sensible à ça. Et en magasin bio, parfois, il y a des marques comme ça qui vont sortir du lot, ça m'intrigue toujours. Et très souvent, ça va être des petits producteurs en fait. Il y a Betsara par exemple, qui commercialise le ravine, enfin qui font c'est un producteur à Madagascar et qui produisent le Ravinsara.
Et voilà, c'est une marque que j'ai rencontrée dans mon magasin bio, par exemple. Donc voilà. Après, voilà, méfiez-vous là où vous les achetez quand même. Hein. Fuyez les grandes surfaces parce que j'en ai déjà acheté dans les grandes surfaces comme Intermarché. Tu te dis, mon Dieu, fuyons quand même parce que c'est dangereux. Pour moi, c'est dangereux parce que en plus, vu de ce qui était écrit, j'ai dit, mais mon Dieu. Donc oui, c'est super qu'on puisse se soigner avec les huiles essentielles et qu'on en parle de plus en plus, mais il y a besoin d'un cadre pour pouvoir les utiliser en toute sécurité et en toute confiance. Donc on a besoin de savoir où on met les pieds en fait quand on commence dans l'aromathérapie. Et pour moi, ce qui est important aussi de retenir, c'est que c'est pas une médecine douce, c'est une médecine naturelle, mais qui est très très active et puissante. Donc, il y a un minimum de connaissances et de règles à intégrer pour pouvoir les utiliser un pas après l'autre. Il ne suffit pas de tout de suite tout intégrer d'attendre pour utiliser les huiles, hein, mais vraiment d'avoir suffisamment de connaissances sous la main pour utiliser l'huile qu'on vient d'acheter. Voilà. Et d'avoir toujours des questions avant d'utiliser une huile essentielle. Parce que il y a cette notion de toxicité aussi qui est importante. N'ayons pas peur de ce terme toxicité, mais il y a donc présence de molécules biochimiques issues de différentes familles biochimiques. Et puis, il y a certaines familles biochimiques qui présentent des toxicités plus ou moins importantes à différents niveaux. Pas toutes les familles ont des toxicités. Il y en a plein qui n'ont aucune toxicité en respectant bien les doses physiologiques, thérapeutiques. Mais certaines en ont. Donc, il est important de savoir quelle huile on va utiliser, de ne pas acheter à l'aveugle non plus une huile, enfin surtout d'utiliser à l'aveugle, parce que on ne peut pas faire de généralité sur les huiles, sur l'action des huiles, sur les propriétés des huiles. Elles sont toutes différentes, parce que pas la même composition, donc elles n'auront pas les mêmes toxicités, pas les mêmes précautions d'emploi, et on ne peut pas utiliser, tout le monde ne peut pas utiliser toutes les huiles essentielles. Voilà. Les personnes les plus sensibles, c'est les femmes enceintes qui allaitent, les bébés, les enfants en bas âge, en dessous de 3 ans, on va proscrire. On pourrait les utiliser dans un cadre familial si on est extrêmement bien formé, d'accord ? Parce que je ne vais pas dire que c'est interdit, c'est impossible, non. Mais une très très grande prudence. Après, les personnes qui présentent des pathologies particulières devront aussi s'interroger si elles peuvent utiliser telle huile ou pas. Quand on est, par exemple, quand on a certains médicaments, il y a des huiles qu'on ne pourra pas utiliser. Donc, ça va être important, de nouveau, de s'informer, d'avoir une monographie d'huile essentielle pour savoir ce qui est préconisé. Voilà. Ok. Et du coup, sur le point de vue, du point de vue psycho-émotionnel, comment tu les utilises ou comment tu aides les gens à les utiliser? C'est-à-dire que la personne arrive avec une problématique et tu sais à peu près avec quelle huile essentielle tu vas pouvoir l'aider sur cette problématique ou comment ça se passe exactement? De nouveau, il n'y a pas de protocole fixe. Aujourd'hui, c'est ce que je dis. Dans mon travail, ma façon de faire, c'est que je me rends compte qu'il n'y a pas de protocole fixe, il n'y a pas de vérité absolue. C'est très, je fonctionne beaucoup à l'intuition et puis à ce que je sens, mais j'aime bien aussi laisser la personne choisir. Bon, souvent, c'est vrai qu'il y a des huiles qui vont me venir quand elle va me parler de sa problématique. Il y a ce qu'elle va me livrer avec ses mots, et puis il y a ce qu'elle va me livrer en fait par ce qu'elle va dégager, par son énergie, par tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Et puis parfois il y a une huile qui peut me venir. Et puis donc je pourrais lui conseiller celle-ci, mais j'aime bien aussi peut-être lui en présenter quelques-unes, sortir, tu vois, quelques flacons et puis la laisser choisir en prenant un temps d'introspection, un temps où on se recentre. Donc je la guide avec ma voix, puis elle va choisir celle dont elle a le plus besoin. Donc c'est aussi ce que je peux conseiller chez soi, de commencer aussi comme ça, mais le meilleur vecteur, donc ça va être de nouveau l'odorat. Donc quand on a ciblé l'huile essentielle,
eh bien, moi je la conseille en respiration olfactive, ce que j'appelle aussi respiration consciente. Donc, on va prendre un temps de rencontre avec l'huile. On s'installe de manière confortable. Donc, soit assise, le dos droit, les deux pieds au sol. On peut être assise en méditation ou allongée. Et puis, on va fermer les yeux, prendre déjà un temps de connexion avec son corps pour sentir comment on se sent, pour accueillir comment nous sommes. Et puis ensuite, respirer pendant 2 minutes, c'est suffisant, les yeux fermés, l'huile essentielle, avec des respirations profondes. Et puis notre respiration, c'est vraiment le fil conducteur de la rencontre avec l'huile, du voyage en fait, vers lequel elle nous amène. Et tout est juste dans ce que l'huile essentielle peut éveiller en nous, dans ce qu'elle peut générer, dans ce qu'elle peut nous amener à voir, à sentir, à penser. Et puis, donc, quand je fais ça en séance individuelle, ben voilà, je vais accompagner la personne, bien entendu, avec tout ce qui vient, mais je vais la guider avec ma voix. Et puis ensuite, là, de nouveau, ça va dépendre d'elle. Parfois, je peux orienter la méditation, la guidance, et parfois, je laisse faire, en fait. Et puis ensuite, il y a le retour, la verbalisation de son voyage. Et puis, on peut décortiquer aussi ce qui est venu. Parce que parfois, de cette façon-là, une huile, elle va venir éveiller ce qui a besoin d'être travaillé, ce qui a besoin d'être vu et expérimenté, en fait. Donc, il y a aussi des émotions qui peuvent émerger. Donc, le tout est... Enfin, moi, je permets à ce qu'il y ait un cadre sécurisant, bienveillant, accueillant pour pouvoir, accueillir ce que la personne va vivre. Et ensuite, transformer ça aussi, ce qui aura émergé, pour intégrer aussi l'information qu'il y a derrière. Et j'avais entendu aussi que quand il y avait une odeur qu'on n'aimait pas du tout, ça pouvait être dû au fait que, par exemple, on avait un blocage que cette huile essentielle pourrait nous aider à débloquer. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Oui, alors après, bien sûr que quand on respire une huile essentielle en conscience, les yeux fermés, en fait, comme notre odorat est directement relié à notre cerveau limbique, en fait, il n'y a pas de censure. Donc, une huile, l'odeur, hop, vient directement agir au niveau de nos émotions. Et du coup, elle va contourner l'ego, elle va aussi faire parler l'inconscient. Et il peut y avoir une forme de, quand c'est dur, quand il y a quelque chose qu'on rejette, qu'on ne veut pas voir, eh bien, on peut avoir ce rejet aussi de l'odeur, la connoter comme étant désagréable. Ça, c'est on va dire, le côté, c'est dur ce que je ressens, ce qui émerge, ce dont je n'ai pas encore conscience, mais c'est dur. Et alors, on y va ou on n'y va pas, hein. Mais justement, ça peut être l'occasion, l'invitation de se dire, bon, peut-être que je peux creuser. Parfois, juste en allant regarder l'histoire de la plante, lire ces différents langages, ça peut déjà nous apporter des réponses. Se dire, ah ben oui. Imaginons, j'ai un exemple avec l'huile essentielle d'ylang ylang. C'est une huile qui plaît pas à tout le monde. Et elle laisse pas indifférent cette huile essentielle. Et il y a des gens, des personnes qui vont au contraire dire mais waouh, j'aime cette odeur, elle me touche. Puis il y a des personnes qui vont dire ah non mais moi c'est impossible, ah je peux pas, je la déteste. Et finalement quand j'apprends à connaître la personne, que je creuse bien, oui, il y a ce côté, parce que l'huile ylang ylang nous invite au lâcher prise, à vivre pleinement sa vie, à apporter de la souplesse, à lâcher le côté mental, à lâcher le contrôle, la maîtrise. Elle nous invite vraiment à vivre pleinement dans notre vie, à jouir en fait de la vie sous toutes ses facettes. Et puis quand on est très, très accroché à notre je veux contrôler, je suis en mode contrôle, autocontrôle, je lâche pas prise, eh bien c'est dur. C'est dur à accueillir ylang ylang qui nous invite au contraire à lâcher prise. Et donc là, il peut y avoir une résistance en fait, une résistance du mental qui dit non, je ne veux pas y aller. Et pour autant, on en aurait bien besoin. Donc après, c'est un travail avec la plante, un travail avec soi aussi et qui se décortique.
au fur et à mesure. Alors, merci beaucoup Elodie pour cette présentation. Donc si vous souhaitez écouter des méditations, parce que Elodie va nous faire le plaisir de nous offrir des voyages méditatifs avec les huiles essentielles, donc vous pourrez les retrouver dans les prochains épisodes. Et en attendant, vous pouvez également retrouver Elodie sur Instagram, Facebook et YouTube, donc au nom de Une Goutte d'Essentiel. Et de toute façon, vous retrouverez toutes les informations en description du podcast. Alors, merci beaucoup Elodie et à très bientôt. Merci Alexandra, à bientôt, au plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram en tapant LLDRI-podcast ou sur la page Facebook La Loge des Rencontres Inspirées. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, me faire vos retours, je me ferai un réel plaisir de vous lire. Si vous souhaitez aider ce podcast à évoluer, vous pouvez également aller le noter sur iTunes. Et en attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.